Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui avec Joséphine, on a décidé de vous parler d'un article qui s'intéresse aux indices neuraux du traitement sémantique dans la petite enfance et plus principalement qui cherche à faire la distinction entre la persistance éventuelle et le rétablissement dans le bégaiement. Donc tout d'abord, on a choisi de vous parler de cet article car actuellement on en sait très peu sur comment le développement des facteurs étiologiques contribue à la persistance ou à la récupération dans le bégaiement. Donc notre article s'intéresse principalement au bégaiement développemental, donc ce qui apparaît entre 2 et 4 ans. Et on sait que 8% des jeunes enfants ont des dysfluences comparables au bégaiement quand ils sont jeunes et que 80% d'entre eux vont s'en remettre avant l'adolescence. Donc cette étude s'intéresse aux mécanismes neuronaux qui sous-tendent le traitement sémantique. Il est possible d'évaluer ces processus neuronaux en utilisant les potentiels évoqués. Donc pour rappel, les potentiels évoqués, ça reflète la réponse électrique du cerveau à une stimulation, qu'elle soit une stimulation externe, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive. Et c'est très pratique d'utiliser les potentiels évoqués car c'est très simple à mettre en place. Alors ensuite, on va principalement vous parler de 2 composants du potentiel évoqué qui ont été analysés dans cette étude. Donc tout d'abord le N400 qui est un indice du traitement sémantique. Il peut être déclenché par une variété de stimuli, que ce soit des objets, des photographies, des images et des mots. Et cette trace est déclenchée par un mot sémantiquement inattendu. Et le N400 est souvent suivi du LPC, qui est la composante positive tardive, et qui reflète la réanalyse au niveau de la phrase. Et le LPC émerge plus tardivement dans le développement que le N400. Donc, pour résumer, cette étude vise donc les composants N400 et LPC chez les enfants d'âge préscolaire, donc de 5 ans. Et l'objectif de l'étude, ça va être d'explorer si les potentiels évoqués qui indexent le traitement sémantique peuvent distinguer les enfants qui vont persister dans le bégaiement des enfants qui vont se rétablir. Donc moi, je vais vous parler de la méthodologie. Donc pour commencer, les participants. Donc les participants, c'était 56 enfants de 5 ans qui faisaient partie d'un grand projet longitudinal sur le bégaiement de Purdue. Donc vu que c'est un projet longitudinal, ça nous a permis de savoir si finalement ils ont persisté ou ils se sont rétablis de leur bégaiement. Donc pour le but de l'étude, on les a répartis en 3 groupes de suivi. Les enfants qui bégayaient et qui ont persisté, les enfants qui bégayaient et se sont rétablis, et les enfants qui ne bégayaient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur intelligence non verbale et leur capacité langagère réceptive étaient dans la norme et qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes. Donc, ce qu'on leur a présenté, c'est 5 dessins animés qui duraient environ 5 à 7 minutes et qui comportaient 10 phrases canoniques et 10 phrases avec violation sémantique. Donc, un exemple de phrase canonique, ça va être « Grand-père doit nettoyer la chambre ». Avec violation sémantique, ce sera « Grand-père doit nettoyer le sourire ». Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est un dessin animé, on peut avoir une violation sémantique et avoir aussi une violation avec le contexte visuel qui va être ajouté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le participant dans une cabine insonorisée et le chercheur sera placé à côté de lui et va vérifier qu'il reste bien concentré et immobile, car en effet, on va faire un enregistrement EEG, on va placer 28 électrodes sur son scalp de manière homologue sur les 2 hémisphères. Et donc on va mesurer le N400 et le LPC, donc leur amplitude, la latence de pic et la distribution des composants. Alors maintenant, on va passer aux résultats. Donc tout d'abord, les résultats au niveau du N400. Donc les chercheurs s'attendaient à ce que les mots avec moins d'attente sémantique dans un contexte donné aient une amplitude N400 plus grande. Et ça a été observé chez tout le monde, donc c'était bon. Par contre, ils avaient une autre hypothèse, c'était qu'il y aurait une différence de morphologie, de distribution et de latence N400 entre les groupes. Et ça n'a pas été observé en prenant en compte les 28 électrodes sur le scalp. Du coup, ils ont décidé d'analyser plutôt par zone d'intérêt. Donc d'abord, ils ont analysé au niveau de la latéralité, hémisphère gauche, hémisphère droit. Et là, ils ont remarqué une différence au niveau du N400. Ils ont remarqué que chez les enfants qui bégaient et qui ont récupéré, il y avait une plus grande amplitude N400 sur les électrodes latérales gauche, alors que chez les enfants qui bégaient et qui persistent, l'amplitude N400 est plus importante sur les électrodes latérales droites. Et alors que chez les enfants qui ne bégaient pas, c'était homogène dans tout le cerveau.
Donc, on voit bien que les enfants qui bégayent, qui persistent, sont en opposition avec ceux qui vont récupérer. Et on peut interpréter que cet effet N400 latéral droit observé chez les enfants qui bégayent et qui persistent, ça pourrait être mis en parallèle avec des études qui disaient que le bégaiement de l'enfant était associé à une anatomie et une physiologie atténuée de l'hémisphère gauche chez les enfants qui bégayent, et qui dirait donc que les enfants qui bégayent et qui persistent compenseraient avec leur hémisphère droit. Donc ensuite, ils ont décidé de regarder au niveau des zones intérieures et des zones postérieures. Donc pour commencer, la zone antérieure. Donc ce qu'ils ont vu, c'est qu'on a une amplitude moyenne N400 qui est plus grande chez les enfants qui persistent lorsqu'il y a une violation sémantique et en plus une violation au niveau du contexte visuel. Donc ça suppose que les enfants qui persistent dans le bégaiement s'appuient sur les images pour s'aider à traiter les violations sémantiques auditives. Ce qu'on a pu voir en plus, c'est que comme on peut voir sur l'image, les enfants qui bégayent et ont récupéré en vert ont une amplitude moyenne N400 plus petite que les enfants qui bégayent et ont persisté, qui sont en rouge. Or, on sait qu'une diminution des amplitudes moyennes N400 montre une diminution de la dépendance au contexte. Donc, ça nous montre que chez les enfants qui bégayent de 5 ans, on peut déjà voir une différence entre ceux qui persisteront et ceux qui se rétabliront au niveau de leur dépendance au contexte. Donc après, il y avait la zone postérieure, qui était aussi une zone d'intérêt, et on n'a pas pu voir de distinction significative entre les groupes. Voilà. Et enfin, pour les résultats au niveau de la composante positive tardive, donc du LPC, qui est la deuxième trace qui apparaît après le N400, on observe une plus grande amplitude du LPC sur les sites médiolatéraux pour les enfants qui ne bégayent pas. Donc on voit, c'est bien la trace en rouge, et c'est une plus grande amplitude parce que le graphique va bien vers le positif quand on descend. Pour les enfants qui bégayent et qui persistent, on n'a pas observé de trace LPC. Et pour ceux qui bégayent et qui récupèrent, on a une amplitude intermédiaire du LPC. Donc ça, on pourrait l'interpréter en disant que les enfants qui ne bégayent pas auraient des mécanismes neuronaux plus matures et supporteraient donc un coût cognitif plus grand pour traiter les violations sémantiques, alors que l'absence du pic LPC chez les enfants qui persistent montrerait peut-être un signe de retard de maturation. Donc, pour conclure, il y a 3 messages à retenir. C'est que les enfants qui bégayent et persistent compenseraient leurs difficultés en utilisant l'hémisphère droit, que le niveau de dépendance au contexte peut distinguer les enfants qui persisteront dans le bégaiement de ceux qui se rétabliront, et finalement, la non-présence du pic LPC est un signe d'immaturité des mécanismes neuronaux chez les enfants qui persistent dans leur bégaiement. Donc bien sûr, comme dans toute étude, il y a des limites. Donc déjà, la première, c'est qu'il y avait des différences individuelles considérables, et qu'en plus, on s'est demandé finalement comment on pouvait appliquer ça à la clinique. Donc voilà, et donc le message à retenir serait que ces résultats sont les premiers indices que la maturation neuronale peut différencier les enfants qui vont persister dans le bégaiement de ceux qui vont récupérer, et que des capacités sémantiques relativement avancées peuvent soit amorcer une éventuelle guérison du bégaiement, soit servir de tampon contre une éventuelle persistance. Donc voilà, j'ai une petite question. Vous dites que vous n'êtes pas sûr de savoir quelles sont les implications cliniques possibles de ces résultats, mais est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez quand même des pistes à nous proposer? Est-ce que vous pensez par exemple qu'un jour on pourrait utiliser les potentiels évoqués pour faire du diagnostic précoce ou de quelque chose de cette sorte-là? C'est plus qu'on s'est demandé est-ce que c'était vraiment possible pour une logopède qui est indépendante de réaliser ça dans son cabinet, au niveau... C'est vrai, maintenant, les logopèdes ne travaillent pas non plus toutes seules. On est en relation avec des hôpitaux, avec des centres qui disposent de la technologie nécessaire. Et donc, ma question, c'est, imaginons que c'est techniquement possible, d'accord? Bon, est-ce que vous pensez que c'est une technique du futur? Est-ce que vous pensez qu'on peut garder en tête l'idée que peut-être les potentiels évoqués pourraient permettre dans les années qui viennent de prédire avec un certain pourcentage de chance si un bégaiement précoce va être persistant ou pas? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore trop tôt pour le dire? Ouais, je pense que dans l'étude, il disait quand même que c'était une des premières études qui s'était vraiment penchée sur ça. Donc là, ça a l'air de dire que ça marche, mais je pense qu'il faudrait quand même faire plus de... Enfin, là, c'est une étude, quoi. Enfin, je pense que c'est... Peut-être pas tout de suite, quoi.
Ok, encore un peu trop tôt. Une question? Bonjour, est-ce que dans l'échantillonnage, on a tenu compte de la latéralité manuelle des enfants? Parce que ça, ou bien ça a été trop Oui, vite, on ou l'a alors pas j'ai dit. pas... Non, mais oui. Parce que ça Oui, me ils ont semble compris. quand même un critère. Ouais, ça montrait pas de différence significative dans les résultats, qu'ils soient gauchers ou droitiers. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai encore une petite question. C'est vrai qu'encore une fois, comme dans la première étude, et c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans les études sur le bégaiement, on voit cette grosse hétérogénéité quand vous montrez les résultats sur le LPC, donc le composant tardif. On voit qu'en fait, les groupes se recouvrent très fortement quand on regarde les barres qui montrent, j'imagine, des écarts types ou une variance. Est-ce que les auteurs de l'article en disaient quelque chose? Parce que ça veut dire qu'il y a également certaines personnes qui bégayent qui vont persister, mais qui ont du LPC, alors que certaines personnes normales n'ont pas de LPC, si j'ai bien analysé les figures. Vous parlez des 3 droites ou des... C'est ça, les 3 droites. Les 3 droites, et on voyait bien que la variabilité était quand même assez importante, et qu'en fait les groupes se recouvraient très très fortement les uns les autres. Vous pouvez remontrer le graphique, hein. Voilà, ce graphique-là. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fois sur les électrodes latérales et les électrodes médianes, les 3 groupes se recouvrent quand même de manière relativement importante. Ouais. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je sais pas, dans l'article, il parlait vraiment des électrodes médiales latérales. Ils ont vraiment fait la différence. Dans ce que j'ai dit, ils ont vraiment fait la différence sur ils se sont vraiment intéressés aux électrodes médianes latérales par rapport à ce graphique-là. Et ils n'ont pas trop parlé des électrodes latérales. Ils ont pas essayé de les différencier sur les électrodes latérales. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Non, donc je pense qu'on peut les remercier.